Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 22 mai. Donc ce matin on est du coup venu au jardin. J'ai planté des plants de soucis, donc le Calendula officinalis. J'en ai mis 22 en terre. Voilà donc pour ce que j'ai fait de ce matin. Je viens de les arroser. Et donc maintenant voilà, il va falloir laisser faire les choses tranquillement. J'espère que tout va bien se passer. C'est vrai que j'appréhende toujours, surtout cette année vu qu'il y a quand même un assez gros enjeu on va dire, mais j'appréhende toujours un petit peu avec les escargots, les limaces, puis bon cette année quand même les cervidés aussi qui rôdent. En tout cas pour le moment, depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai pas eu de nouveau de problème avec les cervidés. Personne ne semble être rentré dans le jardin, hormis des lapins. Mais je vois juste leurs petites crottes et ils ne mangent pas mes plantes en tout cas. Ils n'ont pas trop l'air de manger mes plantes. Voilà pour ça. Donc ce week-end, dimanche, en fait, on est allé dans un marché aux rosiers, à La Romieux. Donc j'ai pas trop trouvé ce que je recherchais. Je pensais qu'il allait y avoir plus de producteurs de plantes médicinales aromatiques. Ou en tout cas des rosiers médicinaux. Enfin, toutes les roses sont médicinales, mais vraiment plus axé sur les rosiers anciens, type rosier de Provins, rosier de Damas, rosier de Grasse, tout ça j'en ai pas trouvé. Je suis quand même revenue avec un rosier, parce que je me suis dit c'était quand même l'occasion de prendre un rosier quand même, marcher au rosier. Donc j'ai pris quand même une variété ancienne. Je suis partie sur le rosier de Madame Ball, voilà, donc qui ressemble un peu à la rose du rosier de Damas, mais qui est quand même plus fourni en pétales. Donc il va falloir que je plante ça cette semaine, même bientôt. Donc je vais faire ça soit aujourd'hui, soit demain. Ce qui est bien là, c'est que les 3 premiers jours de cette semaine, c'est qu'ils annoncent un temps plutôt nuageux, un peu comme aujourd'hui. C'est un peu mitigé et il va y avoir quelques averses. Donc c'est tant mieux pour les soucis qui viennent juste d'être plantés. Également, oui, je voulais déjà remercier les personnes qui ont visionné le dernier vlog. Voilà, et puis j'ai eu une question par rapport, j'ai eu plusieurs questions par rapport à mon parcours, notamment pour devenir productrice de plantes médicinales aromatiques. Donc en fait, juste pour éclaircir le sujet là-dessus, c'est que je pense faire une grosse vidéo sur ce sujet qui regroupe toutes vos questions, plus mon cheminement, le témoignage de mon parcours en fait jusqu'à aujourd'hui, mais je pense plus faire cette vidéo en fait en fin d'année, parce que j'attends vraiment d'avoir de l'expérience et du recul sur une année complète en fait de production de PAM, pour vraiment avoir des choses concrètes à vous partager, à la fois des erreurs un peu que j'ai pu faire et pour vous donner un retour là-dessus pour que vous puissiez aussi aller plus vite dans votre propre cheminement personnel, professionnel, etc. Il y a eu une question simplement sur mon parcours professionnel pur, voilà, quelle formation j'avais faite, et puis aussi une recommandation de livres sur le sujet. Donc je pense que sur cette semaine en fait je vais vous parler à un moment donné, peut-être quand je ferai une cueillette ou quoi, de mon parcours professionnel là-dessus, sachant que pour ceux qui veulent vraiment avoir quelque chose de très détaillé, j'ai déjà créé en fait une fiche qui récapitule mon parcours professionnel sur mon site internet lesherbesconscientes.com. En fait il y a une page, c'est à propos, et il y a un petit déroulé, et donc soit vous allez sur à propos, soit vous allez sur parcours professionnel, et dedans en fait c'est un peu une sorte de CV si vous voulez, où je résume un petit peu les formations que j'ai faites depuis l'obtention de mon bac littéraire en juin 2017. Voilà pour ça. Et écoutez, moi je vais continuer de faire ce que j'ai à faire au jardin. Une chose aussi dont je voulais vous informer, c'est que cette semaine je vais vous tourner un garden tour. Voilà, je vais vous faire un petit tour du jardin. Donc ça va être chouette, ça me met dans une grande joie de vous montrer mon jardin et puis les plantes, voilà, qui y sont. Surtout que ça commence vraiment à être pour certaines en fin de floraison déjà, comme pour les sauges officinales, et puis pour d'autres c'est vraiment, elles sont en plein bouton, donc c'est vraiment très très chouette, très beau à voir. Donc je vais vous faire ça pour cette semaine, donc voilà, je vous laisse dans cette petite vidéo, on se retrouve prochainement. Bonjour, on se retrouve du coup, aujourd'hui on est mardi 23 mai, on est en fin d'après-midi. Du coup on est venu au jardin seulement sur l'après-midi aujourd'hui.
Donc j'ai été, une fois que je suis arrivée sur place, j'ai accouru jusqu'à mes plans de soucis pour voir s'ils étaient toujours en place. Et en tout cas, pour le moment, tout est ok. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai simplement remarqué que mes plants d'Aki les millefeuilles, ceux qui sont en place en fait pour les bouquets séchés, ont été certainement, comment dire, vraiment mangés à ras. Enfin, en tout cas, les bourgeons ont été vraiment déchiquetés par les limaces, je pense, parce que je vois vraiment la bave. Donc un peu déçue quand même parce qu'elles sont assez voraces, hein, franchement. Et donc bon, j'espère que mes plants d'Aki les millefeuilles vont vraiment reprendre comment dire, de la force et puis continuer à grandir et à pousser et puis faire en sorte que ça puisse fleurir pour l'été, pour au moins avoir quand même quelques fleurs. Ensuite j'ai été un petit peu du coup au jardin, j'ai planté un pied de sauge que j'ai ramené de chez moi, enfin de là où on vit en location quoi. Et puis j'ai planté aussi mon rosier que j'avais acheté au marché des rosiers ce week-end. J'ai planté aussi quelques jeunes plants, donc 2 pieds de courgettes jaunes. Et puis des plants de cosmos rouge que j'avais eu en cadeau dans une commande de semences chez Graines de Vie 23. Graines de Vie 23, c'est un pépiniériste et un semencier qui se trouve dans la Creuse. Semencier et pépiniériste de plantes médicinales, tinctoriales, donc pour teindre les tissus, les laines, etc. Et les fleurs également. Aromatiques aussi un petit peu, enfin bref, tout ce qui tourne autour de la plante médicinale et ses dérivés quoi. Voilà, donc j'ai mis quelques plantes de cosmos rouge dans le jardin. J'espère que ça va aller, qu'ils vont pas se faire déchiqueter pour avoir de jolis bouquets de cosmos peut-être clairsemés, voilà, parsemés pardon, par-ci par-là dans le jardin. Je pense que ça pourrait vraiment être très très joli. Et ensuite j'ai comment dire, rempoté certaines plantules qui étaient en attente parce que je suis un petit peu juste au niveau des pots en plastique. Et donc comme hier j'ai mis en terre 22 pieds de soucis, ça fait que du coup j'ai récupéré des pots et du coup ça m'a permis de faire un roulement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis enfin ce que j'ai divisé pour vous en parler un petit peu. Alors je vais commencer du coup avec des plants d'ashwagandha. Donc voilà, donc là ils sont encore tout petits. Voilà, donc des plants d'ashwagandha. Donc l'ashwagandha c'est la racine qui est utile en médecine. Donc la racine, enfin l'ashwagandha chez nous, on la considère un peu comme une annuelle parce qu'elle est gélive en fait, elle ne survit pas à nos hivers. Même apparemment dans le sud elle est vraiment trop fragile. Donc on la cultive comme une annuelle et donc on la récupère à l'automne quand la sève est redescendue et concentrée dans les racines pour pouvoir utiliser justement ces racines dans la médecine. Donc l'ashwagandha c'est une plante dite adaptogène. Donc les plantes adaptogènes en fait ce sont des plantes qui vont, comment dire, soutenir notre système adaptatif, en gros tout ce qui tourne autour du système endocrinien, donc avec nos hormones générales, donc aussi le stress par exemple, tout ce qui tourne autour du sommeil, des hormones sexuelles, enfin bref, c'est une plante qui va vraiment nous soutenir, mais un soutien de fond, c'est-à-dire qu'on va la prendre en cure sur minimum 3 mois. Voilà, donc l'ashwagandha, moi j'espère la récolter à l'automne pour pouvoir en faire de l'alcoolature, donc c'est-à-dire faire macérer ses racines dans de l'alcool. Voilà, et ensuite pouvoir le mettre en flacon pour pouvoir en faire des cures sous forme de gouttes en fait. Voilà, pour l'ashwagandha. Ensuite j'ai divisé des petites touffes d'armoise annuelle, donc si vous avez été fort impacté par le virus de la Covid-19, enfin bref, un virus quoi. Donc l'ashwagandha, elle se présente, pas l'ashwagandha, l'armoise annuelle, attendez, pas trop si vous voyez. Voilà. Donc l'armoise annuelle,
c'est une plante qui est du coup, comme son nom l'indique, c'est une annuelle. Donc c'est sur une année. On récolte les feuilles sommitées fleuries. En fait, on attend vraiment qu'elle soit au bord de la floraison, si ce n'est au tout début de sa floraison, parce que là, c'est là en fait que ses principes actifs sont les plus concentrés. Et donc cette plante est très intéressante pour le système immunitaire. Apparemment, elle serait très chouette pour la maladie du paludisme et aussi pour certains virus. Voilà, donc elle a été vraiment, comment dire, en tout cas dans les médecines dites alternatives, médecine douce, phytothérapie, etc. Elle a été très mise en avant pendant la période de confinement du Covid-19, etc. Parce que apparemment elle était vraiment adaptée à ce virus, quoi, cette maladie-là. Mais globalement c'est une grande plante du système immunitaire, quoi, en fait. Donc antibactérienne, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je la cultive. Essentiellement pour le système immunitaire. Et puis aussi, je vais la mettre, en fait, c'est la deuxième année, du coup je vais faire ça, je crée des bâtons de fumigation. Et j'ai un bâton de fumigation qui est, comment dire, un peu une ode à la déesse Artémis. Et donc du coup, dedans, je mets 4 armoises, 4 artémisia, dont l'armoise annuelle, Artémisia annua. Voilà. Ensuite, une autre artémisia. Donc, hop. Voilà. Donc celle-ci, j'ai refait quelques semis, même si j'en ai récupéré de l'année dernière, qui était encore bien étoffée et qui a bien repris cette année. Elle est vraiment très belle. Je pense que je vous insérerai une petite vidéo de celle qui est au jardin actuellement, qui est vraiment très grande déjà. Donc ça, ce sont des bébés. J'en ai quelques plants. J'ai hésité à en refaire parce que mon plan est déjà beau. Et honnêtement, pour ce que j'en fais, j'ai pas besoin d'une quantité non plus faramineuse. Donc ça, il s'agit de l'armoise blanche. Donc l'armoise blanche est plutôt connue en fait en Amérique du Nord. C'est là-bas qu'elle est assez utilisée, notamment dans les rituels en fait amérindiens. Donc voilà, c'est une plante vraiment qui est utilisée dans les rituels autochtones pour la fumigation, mais elle est aussi intéressante pour le système immunitaire. Mais par chez nous, on l'utilise pas beaucoup, et moi je l'utilise essentiellement pour mon bâton de fumigation qui est du coup en lien avec la déesse Artémis. Voilà, donc en fumigation, moi je l'utilise, mais sachez qu'elle peut aussi s'utiliser en infusion parce qu'elle a des principes actifs aussi qui sont intéressants en interne. Voilà, moi actuellement je ne l'utiliserai pas pour ça, mais voilà. Donc c'est une plante qui va avoir un feuillage vraiment argenté. Ses fleurs sont vraiment, comment dire, insignifiantes. Elles sont toutes petites, c'est comme l'armoise commune, l'armoise annuelle. Ce sont vraiment des toutes petites fleurs, comme l'absinthe aussi. Ce sont vraiment des toutes petites fleurs jaunes qui ne nous intéressent pas plus que ça. En tout cas pour la décoration, quoi, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est surtout son feuillage, voilà, qui nous intéresse. Ok, et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui au niveau de la, comment dire, des plants que j'ai divisés en mottes. Voilà, pour qu'ils puissent davantage s'épanouir. Et je vous retrouve tout de suite au jardin pour vous montrer, vous parler de ce que j'ai fait au jardin. Alors du coup là, je vous retrouve au jardin. J'avais quelques petites choses à raconter, notamment du coup la semaine dernière, lundi dernier, j'ai fait avec vous la plantation de semences de fleurs, donc de la marque Florea Garden. Et du coup je voulais vous annoncer que ça avait bien levé globalement. Je vous mettrai pareil une petite vidéo ici pour vous montrer ce que ça donne, mais globalement j'ai remarqué hier que les cosmos étaient en train de sortir, les zinnias aussi, et aujourd'hui en arrivant en début d'après-midi j'ai vu que y avait une rose trémière qui était en train de pointer le bout de son nez, et pois de senteur également, et les mufliers aussi commencent à germer, donc c'est plutôt chouette. Voilà, globalement les cosmos ont tous germé là, les zinnias c'est bien parti, donc j'attends de voir un petit peu la suite, mais tout le monde a pointé, au moins une des graines a pointé le bout de son nez, donc ça c'est une bonne nouvelle déjà. Donc en ce moment au jardin,
Il fait, comment dire, un temps toujours un peu mitigé. Bon, aujourd'hui il fait plutôt bon, normalement il devait pleuvoir toute la journée, mais bref. Il a plu hier soir, une bonne pluie, donc ça c'était plutôt cool. Bon bref, j'appréhendais quand même un peu avec les soucis, vu que je me suis dit que les limaces allaient faire la fête, vu l'eau qui était tombée, mais bon, ça a été, pour l'instant ça va. Les lapins n'y touchent pas non plus, donc franchement là-dessus... J'espère que ça va continuer comme ça parce que je vais devoir continuer à mettre mes semis en terre hein, parce que concrètement, enfin mes plantules maintenant parce que c'est plus des bébés, hein, ils commencent à être bien costauds, notamment les mauves qui commencent vraiment à faire un beau feuillage. J'ai les chardons bénis aussi qui patientent, qui attendent, mais puis en plus eux j'ai remarqué que même dans la serre quand il y a des petites limaces qui rentrent, ils se font bouffer. Alors je me suis dit wow, si eux je les mets dehors, ils vont disparaître, j'ai trop peur. Donc c'est vrai que je retarde pas mal comment dire, la mise en pleine terre. J'appréhende énormément parce qu'il y a un gros enjeu quand même cette année. Donc j'appréhende beaucoup la mise en pleine terre. Et je me dis je vais attendre d'être sur place et tout, qu'on ait déménagé sur place. Mais là il commence à être un peu serré enfin certains plantules commencent à être serrés dans leur peau, donc il va falloir quand même que je me lance. Je me suis lancée pour les soucis parce que j'ai vu dans la serre, pour l'instant ils y touchaient pas trop, les limaces et tout, mais la mauve en fait je me dis si les cervidés ils repassent, vu qu'ils touchent à la mauve sylvestre, donc celle qui pousse spontanément partout, vu qu'ils la bouffent, je me suis dit oh, on bouffe les miens aussi s'ils rentrent. Du coup je suis moyen chaude là-dessus. Mais bref, bon, on verra, il va falloir de toute façon que je le fasse. Mais bon, pour l'instant j'attends encore un petit peu. J'ai mis les soucis, j'attends de voir ce que ça va donner d'ici une semaine. Le temps de me faire un avis sur la question. Et voilà, donc là on a le millepertuis en tout cas qui commence à être en beau bouton, bien jaune. Vraiment, il commence vraiment à être super beau. Je dois toujours continuer à accueillir. Hein. J'ai mon séchoir professionnel qui est quasiment terminé. C'est à moi de le finir. Je dois continuer de mettre le tissu sur les clés de séchage. Donc je vais faire ça cette semaine. Et ensuite j'espère pour la semaine prochaine je vais réussir à le mettre en route. Donc je vous montrerai aussi mon séchoir professionnel, enfin celui qui va me servir vraiment pour mon travail. C'est un séchoir fait main avec de la récup, hein, grosso modo. J'ai pas fait intervenir quelqu'un d'extérieur parce que le budget n'était pas spécialement là. Donc pour le moment j'ai décidé de faire moi-même et avec mon frère et ma mère qui m'aident énormément parce que grosso modo moi sinon je sais pas faire grand chose. Voilà, donc actuellement en fait j'utilise un petit séchoir que ma mère et mon frère m'avaient fait quand on est arrivé dans le Gers, donc il y a maintenant 3 ans, et qui m'est très utile, hein, qui est très bien fait et tout, mais j'ai besoin de plus grand maintenant quoi. Donc voilà, et donc actuellement je suis toujours sur la cueillette de mélisse, ortie, les roses. J'ai mon rosier de Provins qui fait des magnifiques roses avec une couleur splendide que je vous montrerai aussi à l'écran. Quoi d'autre à récolter, je récolte un peu l'agripomme aussi, donc l'agripomme qui commence à avoir des belles sommités fleuries. Je les prends pas comment dire, sur le tard parce que sinon ces fleurs elles sont entourées de picots et après c'est vraiment pas agréable à récolter, donc je la prends vraiment sur la jeune fleur qui est encore tendre. Un peu comme les feuilles de ronce avec leurs premiers picots en fait qui sont finalement très tendres et très souples. Donc on sait pas mal quand on les cueille. Bref voilà, je fais pareil là pour l'agripomme. J'ai commencé aussi à récolter la menthe poivrée parce qu'elle est vraiment très belle ici. Elle se plaît, enfin en tout cas mes propres plants sont très beaux. Ceux que j'ai achetés chez Pépiniériste et que j'ai mis en même temps que les miens sont moins beaux. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, on va attendre, on va patienter. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui et je vous retrouve prochainement pour le tour du jardin, promis. Bonjour, on se retrouve en ce mercredi 24 mai matin pour faire le tour du jardin. Donc je suis derrière la caméra. Je tiens à préciser que ma caméra est un réflexe, donc elle est assez lourde, donc je vais tout faire à la main, donc si ça tremble un peu, ne m'en veuillez pas trop. Voilà, je vais faire au mieux pour éviter
le mal de mer. Donc je commence avec une vue assez globale de la parcelle que je cultive, vue sur le clocher du village, où on est installé. Donc cette parcelle qui est bien verte ici en fait ne sera pas cultivée du tout. Mes parents souhaitent la conserver telle qu'elle pour y faire un coin de salon jardin pour pouvoir profiter du cadre de la vue et du jardin que je vais cultiver également puisqu'il va être très très beau en toute humilité. Donc en fait ici on est sur une parcelle de 2000 m² comme je l'avais déjà dit. Donc c'est pour ça en gros que sur cette parcelle de 2000 m² clôturée, je vais cultiver à peu près 1500 m². Donc comme vous voyez c'est une parcelle qui est vraiment bien arborée, à la fois de vieux arbres mais aussi de jeunes arbres comme on peut le voir au premier plan avec 2 chênes. Voilà, on a vraiment pas mal d'arbres qui bordent cette parcelle plein sud. Donc on va commencer tout de suite ce petit tour du jardin. C'est parti. Alors ici on commence avec donc ce qui nous reste des fondations d'une ancienne serre. Voilà, qui était déjà là, qui était ensevelie sous les ronces. Donc j'ai tout dégagé, j'ai remis en fait des carrés de carrelage ici qu'on a trouvé sur la parcelle également, enfin un autre endroit. Et du coup j'ai mis des carrés de carrelage pour essayer de stabiliser un petit peu. Donc voilà, ici j'ai mis pas mal de plantes. On a aussi un arbre à soie qui pousse ici. Et donc les arbres ici qui couvrent tout ce coin-là, en fait ce sont des charmes. Voilà, donc ici ici j'ai retravaillé tout le sol et j'ai bordé de rondins de bois, voilà, pour délimiter. Donc la grande plante verte, enfin feuille verte là, tout le feuillage ici c'est de l'avoine, voilà, qui est en train de pousser. Ensuite ici on a du lin sauvage qui s'est semé, voilà, donc je l'ai laissé. Ensuite nous avons de la plantation de capucines et d'oignons, voilà. Alors après j'avais planté de la bourrache et puis on a également donc ici en fait ça c'est du pavot qui s'est exprimé tout seul, c'est à dire que je pense en fait le fait de travailler le sol et puis de dégager aussi pas mal de lumière, enfin comment dire, d'enlever les ronces, tout ça, ça a permis à certaines semences de s'exprimer. Donc ça c'est pas du tout moi qui les ai mises et elles étaient déjà en terre. Donc ça va être de magnifiques pavots qui vont vraiment être très, je pense très gros. Voilà, donc j'ai hâte de les voir. Ensuite donc ici ça c'est le tronc de l'arbre à soie. Nous avons de nouveau de la bourrache, voilà. Et puis ici, alors les bourraches sont un peu partout, se mettent partout. Ici ça c'est mon pied de verveine officinale, mais ici dans le Gers ça pousse spontanément partout, il y en a vraiment partout. Ça c'est un pied que j'avais acheté et que j'ai mis ici, il y a déjà plusieurs années en fait que je l'ai avec moi, et donc je l'ai implanté ici. Voilà, alors on va faire le tour, je viendrai de l'autre côté pour vous expliquer ce que c'est. Donc ici on a un peu de tout, ça c'est du millepertuis. Ici c'est une bouture de rosier de Damas que j'avais en fait, j'ai planté mes rosiers qui sont juste derrière à l'automne et j'ai retaillé en même temps et donc j'ai planté une tige dans la terre comme ça telle quelle et donc elle a bien repris puisque vous voyez elle me fait des jolies pousses vertes. Voilà, ici nous avons du coup 2 pieds de verveine menthe, donc menthe argentine on l'appelle aussi. Voilà, donc elle a un petit... des petites feuilles comme ça toutes vertes qui sentent la verveine et la menthe en même temps, donc c'est assez spécial, c'est sympa. C'est une plante qui est très puissante, que en tout cas j'ai remarqué qu'il ne fallait pas la laisser trop longtemps infuser parce que sinon ça venait vraiment impropre à la consommation dans le sens où c'était imbuvable. Mais voilà, sinon vraiment elle est très très chouette comme plante en infusion. Derrière c'est un plant de sauge officinale que j'ai acheté à pépiniériste chez qui j'ai acheté mes plants de courgettes jaunes, tomates, etc. Et donc en même temps elle avait de la sauge blanche et donc j'en ai pris un pied. Voilà, parce que moi j'en ai semé mais il n'y en a pas beaucoup qui ont germé. J'ai seulement deux petites graines qui ont germé, donc là en gros ça me fera 3 pieds en plus.
pour cette année. Voilà. Pour l'instant elle est en pot, je la laisse comme ça, j'attends qu'elle s'étoffe encore davantage avant de la mettre en pleine terre. Je pense que je la mettrai en pleine terre à l'automne. Voilà. Alors ensuite, il s'agit de l'armoise blanche dont je vous parlais hier justement. Voilà, avec son feuillage tout argenté. Donc elle est vraiment très très belle ici, elle se plaît bien. En tout cas là où je l'ai mise, elle se plaît bien. Elle veut vraiment être très généreuse. Et elle se multiplie très facilement en fait. Elle se multiplie par les racines. Et donc c'est vraiment assez spectaculaire sa multiplication. Parce que quand elle se plaît à un endroit, ça va très très vite. Derrière on a un pied de vigne qui était là quand on a acheté la maison. Et qui était enseveli sous les ronces également. Enfin bref, je vais pas vous le répéter 10 fois, mais en gros c'était sous les ronces, hein, tout ça. Donc là, voilà, de nouveau, le petit pépère est content de voir la lumière du soleil. Derrière, on a... Donc là, on a l'impression en fait que ça c'est de l'herbe. Mais c'est pas de l'herbe en fait, c'est de la flouve, enfin de l'herbe au bison. Donc c'est une plante qui est utilisée chez les Amérindiens pour la fumigation, pour les rituels. Donc en gros, si vous voulez, c'est une plante qui est riche en coumarine. Du coup, une fois qu'elle est bien séchée, elle va sentir un peu la vanille quand elle va être brûlée. Donc c'est vraiment très sympa en fumigation. Voilà, donc c'est pour ça que moi je la cultive, pour faire de la fumigation. Et souvent on la trouve sous forme de tresse séchée dans les commerces ou quoi. Voilà. Derrière, avec tout mon petit bazar, nous avons de la menthe fraise. Voilà, donc c'est un pied que j'avais acheté il y a déjà au moins 1 an. Et donc cette menthe fraise, elle est très contente d'être ici. Elle est un peu à l'ombre, du coup ça lui plaît moyen, mais au moins elle me fait de belles grosses feuilles. Et parce que sinon en fait ses feuilles sont vraiment toutes petites. Et là du coup comme elle est un peu à l'ombre, elle me fait des feuilles plus grosses. Donc ça, la menthe fraise, je l'utilise pas pour mes tisanes pour le moment. C'est simplement pour ma consommation personnelle, dans des citronnades, par exemple pour l'été, tout ça c'est sympa. Voilà. Youp. Alors continuons. Donc ici nous avons la parcelle des rosiers. Voilà. Donc ça a été fait à l'automne. Donc j'ai encadré de plein de planches. Je me suis fait entre guillemets un peu chier pour rien, mais bon bref, c'est là. Du coup ça restera là pour le moment. On verra plus tard si j'enlève ou pas les planches. Je sais pas encore. Donc on démarre avec mon rosier de Provins. Hop. Qui me fait des superbes roses. Vous pouvez admirer ça. C'est vraiment magnifique, une couleur sublime, très très prononcée. Et il est vraiment plein de boutons. Voilà. Alors ici j'ai mis ma digitale. C'est une digitale pourpre. Hop. Donc elle est en fin de floraison. Et elle est vraiment... elle était très très jolie. Elle m'a fait une tige vraiment très très large. Elle était vraiment très contente. Donc j'espère qu'elle va bien se multiplier pour me faire un champ de digital. Voilà. Ici nous avons un autre rosier qui est issu d'une de mes boutures également. Donc le truc c'est quand je fais des boutures je ne note pas de quel rosier il s'agit. Donc là en gros ce sera un peu la découverte quand il fleurira. Ici une autre bouture, mais je ne sais pas non plus lequel c'est, si c'est un Provins, Centifolia ou Damas. Donc on verra. Qui grandissent bien, ils poussent bien. Ensuite ici c'est mon rosier de Damas que j'ai acheté en même temps que le rosier de Provins. Voilà, donc lui il a fini sa floraison, en tout cas pour le moment, il n'a plus de fleurs en cours. Donc en fait ici il y a plein de piquets autour de mes rosiers parce que à l'automne j'ai dû les protéger avec les chevreuils. Voilà. Alors à côté nous avons un autre rosier de Damas qui lui est en bouton. Donc lui je l'avais acheté l'année dernière à un marché de plantes médicinales, donc il est issu de boutures. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait les rosiers qui sont issus de boutures ne font pas de rejet. Et donc du coup apparemment c'est mieux, enfin c'est plus simple à entretenir, etc. Donc voilà, vive les boutures quoi. Derrière en fond on a un plant de trèfle rouge que j'ai prélevé là où dans notre maison de location et que je l'ai mis ici parce que j'espère avoir l'année prochaine je voudrais introduire le trèfle rouge
en planche de culture pour que ce soit plus simple pour moi de récolter. Et aussi, comment dire, même s'il y a un peu d'animaux qui viennent le manger, ce sera pas grave vu que je l'aurais semé sous forme de planche en grosse quantité. Donc voilà, je ne serai pas embêtée avec les bêtes qui viennent en consommer aussi. À côté, hop, un autre rosier. Donc ça c'est un rosier de Grasse, de Centifolia, qui n'est toujours pas en fleurs. Et à côté, un autre rosier également Centifolia qui n'est toujours pas en fleurs non plus et qui me fait une tige vers les cieux là. Il s'en va, c'est parti. Voilà, pour les rosiers. Et juste à côté en bout de planche de culture des rosiers, j'ai mis mon plant d'absinthe parce qu'apparemment l'absinthe en fait, elle attire les pucerons. Et ça évite du coup qu'il y ait trop de pucerons qui viennent sur les rosiers. Bon, pour le moment, j'ai jamais vu de pucerons sur mon absinthe. Hein. J'en ai plus vu sur d'autres plantes, mais pas sur elle. Donc bon, je sais pas trop si ça marche pour moi, mais voilà, j'ai mis mon absinthe ici. Elle, j'utilise pour les bâtons de fumigation. Voilà. Alors, on va continuer. Ici. Donc, ici, nous avons une planche de culture de sauge officinale. Juste devant, je vous montrerai plus après, on a un plant de rue fétide. Là où vous voyez des petits pots en verre, en fait c'est parce que j'ai commencé à planter de la camomille romaine. Et en fait avant, quand je m'en vais, je les couvre de pots en verre pour éviter qu'elles se fassent manger par les gastéropodes. Voilà. Une solution qui fonctionne pas trop mal, en tout cas ils peuvent pas rentrer. Et pour le moment ça pousse. Ensuite, face à ça, on a un plant de cyste ladanifère. Donc ça c'est juste décoratif, hein, je ne l'utilise pas. C'est une plante médicinale hein, qui s'utilise en huile essentielle, etc. Mais moi j'utilise, c'est juste parce que j'aime bien avoir une belle diversité de plantes au jardin. Donc voilà, elle est là en décoration pour le moment. Ensuite, nous avons une planche de culture d'agripomme, voilà, qui est vraiment déjà bien développée et que dont j'ai commencé la récolte. Un plant de lavande papillon. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc la lavande papillon est là en décoration également. Voilà. Derrière, ici, ce sont deux plants de fenouil que j'avais de l'année dernière, que j'ai plantés à l'automne. Ils se sont bien fait manger par les chevreuils et maintenant ils sont beaux. Donc ça c'est chouette. De nouveau des vignes. Ici nous avons deux plants de julienne des dames, pareil que j'utilise pas en médicinal, simplement là parce que je la trouve sympa. C'est une plante médicinale à la base, hein, mais moi je l'utilise pas en tant que telle, pour le moment en tout cas. Donc voilà, c'est pour avoir une belle diversité, j'aime la diversité. Ensuite, ici nous avons des plants d'échinacées pourpres. Voilà, on en a 4. Un ici, 2, 3, 4 au fond. Voilà, c'est des plants de semences, enfin comment dire, que j'avais semés l'année dernière. Donc je les ai introduits aussi à l'automne. Voilà. Donc vont bientôt fleurir. On voit sur certains plants la fleur qui est en préparation, comme ici. Voilà, la fleur qui est en préparation. Donc pour l'échinacée pourpre, c'est la racine qui est essentiellement utilisée au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'elle a un cycle de 3 ans. Donc pendant 3 ans, on la met en terre. Ensuite, on attend 3 années. À l'automne d'après, hop, on arrache la plante pour récupérer les racines. La fleur peut également être utilisée. Elle contiendrait également des principes actifs assez similaires à sa racine, mais en moins concentré. Voilà. Sa fleur est vraiment très jolie et très mellifère. Donc ici, hop, le fenouil dont je vais récolter les graines et les feuilles pour la tisane lactation et puis la digestion aussi. Voilà, et derrière l'agripomme. Alors, on va retourner en arrière parce que j'ai encore une planche à vous montrer. Donc ici ce sont des achillées millefeuilles et puis statis aussi au bout. Donc en fait ici je voudrais mettre que des plantes pour les fleurs séchées. Voilà, c'est ça que je veux faire ici.
Donc voilà. Ici j'ai de l'Achillée Pearl. Donc elle s'est bien fait manger aussi, hein, celle-ci. Et donc en fait elle fait des petits boutons blancs qui est en forme de pompon. Voilà. Ensuite donc là c'est de l'Achillée pour vous, enfin je veux dire pour vous. On voit pas encore la couleur, quoi. Ça a des feuilles d'Achillée millefeuille classiques, mais c'est cerise queen. Donc elle va être de couleur cerise, quoi. Voilà. Ici c'est mon plant d'Achillée millefeuille jaune qui s'est fait manger les sommités fleuries par les limaces, je pense. Mais vraiment sévère, quoi. Donc bon, je suis un peu déçue, mais qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça. Ensuite ici nous avons un plant de Statice. Alors il faut savoir que le Statice peut être une plante vivace en fonction des variétés. Et donc le mien ici c'est celui de l'année dernière que j'avais planté à mon jardin. L'année dernière. Alors je vais éviter de vous montrer sans casser ma tige. Donc voilà, ici les fleurs qui sont en préparation qui va être une couleur magnifique. Ça commence à être lourd au bout du bras. Voilà. Donc ça c'est mon pied de Statice. Et j'en ai d'autres qui sont en préparation dans la pépinière. Et puis la petite surprise c'est qu'il y avait un petit calendula qui s'était caché avec. Voilà, tout beau. Hop, alors on continue. Hop. Donc ici j'ai 2 pieds de vigne. Des vignes spéciales. Alors il s'agit de vignes rouges. Donc c'est la feuille que je vais utiliser pour des tisanes, un bourgeon peut-être aussi, pour la circulation sanguine. C'est vraiment une grande plante de la circulation. Donc j'en ai 2 pieds. C'est leur première année, ils ont été implantés à l'automne. J'avais peur qu'ils soient morts parce que franchement la vigne elle donne pas du tout de signe de vie pour le coup jusqu'avant avril hein, au moins. Et bon voilà, la voilà qui fait ses premières feuilles. Donc très très chouette. Et donc après je vais lui faire une structure entre les 2 arbres, là où elle se trouve. Il y a 2 arbres en fait et je vais faire passer un fil en fait. Pour qu'elle puisse s'agripper, c'est des plantes grimpantes. Voilà. Alors ici, planté récemment, hier, mon rosier que j'ai acheté au marché dimanche dernier. Voilà, le rosier Madame Ball. Donc il est tout petit pour l'instant. Voilà, il va faire sa petite vie cette année. Et puis l'année prochaine, il fera sûrement des belles fleurs, je l'espère très sincèrement. Donc ici, autour en fait, ici c'est de la toile de jute qui était avec le rosier. Et donc je l'ai mis à son pied pour que ça préserve l'humidité. Il ne soit pas non plus pour le moment trop envahi de mauvaises herbes. Voilà, pour ça. On va continuer notre petit tour du jardin avec les planches de culture suivantes. Alors, donc ici, avant d'arriver aux planches, on a une porte. En fait, ce que je voudrais faire ici, vous voyez ici, il y a une bouteille là. Et en fait, en dessous de la bouteille, il y a une passiflore qui se fait littéralement dégommer la tronche à chaque fois qu'elle fait une feuille. Donc c'est terrible. C'est une passiflore médicinale, donc on récolte les fleurs pour tout ce qui est détente du système nerveux, favoriser le sommeil. Et donc en fait après ici, je voudrais faire une arche et qui va se ravancer en fait pour pouvoir faire grimper ma passiflore, qu'elle puisse s'épanouir et que je puisse l'accueillir assez facilement pour pas qu'elle soit trop haute, quoi. Voilà, ça c'est l'idée. Ça, on fera ça quand on aura le temps un petit peu. Voilà. Donc, ici nous avons des pieds de romarin à fleurs bleues classiques et puis à fleurs roses aussi. Ici, ce sont les calendulas qui ont été fraîchement plantés. Ensuite, à côté, nous avons de l'origan grec. Voilà, juste là. Ça, c'est un rosier. Une bouture de rosier que j'ai eu quand j'ai acheté mes framboisiers. J'ai aussi acheté un rosier, mais je sais plus c'est quoi comme nom. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais bref, voilà, il va faire de très jolies fleurs aussi. C'est un rosier ancien. Voilà, et donc là on a l'origan grec.
Juste derrière le rosier, j'ai mis, donc c'est un plant de monarde, c'est pas la monarde didyme, c'est une autre, je sais plus laquelle c'est non plus, parce qu'il en existe plusieurs variétés. Et en fait, je suis contente parce que c'est la première fois qu'elle est aussi jolie. Ça fait 1 an que je l'ai, donc elle a été implantée au printemps, parce qu'elle était là où on est en location. Et elle s'exprime vachement bien là, elle est vraiment très très belle, comparé à d'habitude où j'arrive pas à les garder en fait, les monardes et ça m'énerve. Mais là elle se plaît, écoutez, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et si c'est le cas, j'introduirai différentes monardes au jardin. Voilà, parce que c'est vraiment chouette en tisane, notamment au niveau gustatif, c'est vraiment sympa. À côté, il y a les lavandes officinales. Voilà, plusieurs plants. Derrière la grosse madame là. Nous avons 3 jeunes plants aussi, mais qui sont invisibles vu qu'elle prend toute la place. Mais voilà. Et c'est pareil, j'ai aussi j'ai aussi semé de la lavande, donc elle sera implantée à l'automne de cette année, quoi. Pour l'instant, elle est toute petite. Alors, ensuite, ici nous avons de l'armoise commune. Donc une plante très intéressante pour beaucoup de choses, hein. L'armoise commune, on en trouve énormément dans le nord de la France, enfin moi là où je vivais avant, dans le Pas-de-Calais, il y en a vraiment partout, mais ici dans le Gers j'en ai jamais vu sauvage jusqu'à maintenant. J'ai jamais vu d'armoise commune dans le Gers. Ça c'est un plant qui vient du nord du coup, voilà, que j'ai ramené avec moi. Donc l'armoise, on peut l'utiliser comme grande, c'est une plante pour la digestion, parce qu'elle est assez amère. Tout ce qui est ballonnement, problème digestif. L'utiliser pour la gynécologie, c'est une grande plante de la femme qui est en lien du coup armoise artémisia avec Artémis, qui est la déesse des femmes de l'accouchement. Donc la gynécologie, l'armoise, c'est vraiment un de ses points forts également. Moi je l'utilise en fumigation aussi. Voilà, c'est vraiment une belle plante, très facile à cultiver, vraiment elle est pas du tout difficile. Donc ici les petites touffes vertes là, c'est du géranium rosa. Donc il est un petit peu morflé avec l'hiver parce il est gélif. Donc voilà, j'espère que ça se passera mieux pour l'hiver prochain. Et puis je vais le bouturer pour le multiplier. Il se bouture très facilement et il sent extrêmement bon. À côté, j'ai fait une planche de culture de pavot de Californie. J'ai semé mes dernières graines que j'avais depuis plusieurs années. Et donc j'ai déjà fait des plants qui patientent en pépinière, mais là j'ai semé direct pour voir ce que ça donnait. Enfin, je voulais vider mon stock. Et ici pareil, j'ai vidé mon stock de semences de fleurs. Donc il y a plusieurs choses, hein. On a de la mauve, du bouillon, de l'encolie, des œillets, enfin voilà, pas mal de trucs. Donc on va voir si ça va germer, mais il me semble que tout à l'heure j'ai vu une graine qui commençait à germer. Donc ça pourrait être très très chouette visuellement. Et à côté nous avons 2 beaux plants en bouton sur le point de fleurir d'hélicryse italienne. Donc elle sent aussi très fort, celle-ci c'est une plante très puissante. Donc l'hélicryse italienne, moi j'adore son huile essentielle parce que je suis quelqu'un je me cogne énormément. J'ai très facilement des hématomes. Et ça c'est vraiment un truc miracle. Je mets même pas une goutte d'huile essentielle d'hélicryse italienne et le bleu disparaît quasiment. Donc c'est vraiment superbe. Donc moi je l'utilise pour faire les bouquets, les couronnes séchées. Je l'utilise pour faire des huiles aussi. Voilà, c'est comme ça que je préfère l'utiliser. J'ai essayé de la bouturer, ça a moyen marché. J'ai quelques boutures qui ont pris, mais pas énormément. Donc je vais retenter ça à l'automne. Voilà, ou alors sinon j'achèterai des plants pour en avoir davantage. Voilà. Ensuite ici, j'ai mes thym et hysope. Alors, donc ici nous avons un thym citron. Voilà, c'est mon préféré clairement. Après, derrière, c'est thym commun et hysope. J'ai également du thym orange. Hop. Alors, le thym orange, il est ici. Voilà, donc là, j'ai déjà récolté. Et ça, c'est un jeune plant de thym orange. Voilà.
Donc ici il y a encore pas mal de trucs à faire, hein, parce que vous voyez c'est encore tout vert. Donc ici je vais cultiver quoi. Mais il faut encore que je travaille le sol. Voilà. Hop, alors on continue. Alors ici, on arrive sur la planche de culture des bouillons blancs. Voilà. Donc les bouillons blancs, je n'ai rien acheté, j'ai tout trouvé sur mon terrain. D'ailleurs, sur une autre parcelle, enfin où je mets des fleurs pour les bouquets, il y a plein de jeunes plants de bouillon blanc. Donc je vais les laisser pousser et à l'automne je vais les mettre ici. Donc là ils sont vraiment magnifiques. Ils sont superbes. Ils sont vraiment très gros. Et vraiment très très beaux. Ils sont bien, je suis contente. Ils sont bien pris. Voilà. On continue notre petit chemin. Donc ici, nous avons la mélisse. Voilà. La belle mélisse qui attend que je l'accueille, mais avec entre la pluie et la gestion du séchoir, c'est un peu compliqué. Mon grand séchoir est bientôt terminé, mais du coup, elle patiente un petit peu. Entre les rangs, ici, j'ai mis des pieds de basilic sacré, le tulsi. Mais ils se sont fait manger par les limaces. Là, ça va un petit peu mieux. Mais du coup, ils sont tout en fleurs parce qu'ils sont stressés. Et du coup, je sais pas s'ils vont me faire beaucoup de feuilles. J'adore le basilic tulsi, c'est une merveilleuse plante, mais je galère comme pas possible à la faire germer et ensuite à la faire correctement grandir. Donc ceux-là, je les ai achetés chez la pépiniériste avec mes plants de tomates et tout. Mais ils se sont fait manger. J'aimerais tellement avoir une belle récolte de basilic tulsi parce que c'est une plante tellement géniale qui soutient le système nerveux. Et franchement, c'est considéré comme une plante adaptogène. Donc elle est vraiment superbe. Très très sympa au niveau du goût dans les tisanes. C'est vraiment très chouette comme plante. Bref, voilà. Donc la mélisse juste à côté. Hop, on a bientôt fini le tour de cette parcelle. Donc ici j'ai mis des lavandins. Alors pourquoi je les ai mis là? Vous allez me dire, ils sont tout à l'ombre Louise, les pauvres. Mais en fait ils me saoulent. Ça fait 3-4 ans que je les ai ceux-là, que je les trinque-balle du nord au sud. Hein. Et c'est des lavandins dust. Et ils n'ont jamais fleuri. Alors je vous dis pas si cette année ils fleurissent, alléluia quoi. La terre est vraiment magique ici peut-être. Alors on croise les doigts pour qu'ils fleurissent. On verra. Alors à côté, c'est la menthe bergamote. Ici nous sommes dans la session menthe. Hein. Alors hop, la menthe bergamote. Donc la menthe bergamote que j'ai implantée au printemps. Voilà, donc elle pousse bien, elle est belle, hein, elle fait sa petite vie, la louloute. Elle est jolie, elle est vraiment très jolie, elle s'est pas trop fait manger. Super. Donc ça, très intéressant en tisane, elle a un goût très sympa pour la digestion, la relaxation. Ce sont des belles plantes, les menthes. Voilà. Elles apportent vraiment beaucoup de gaieté dans les tisanes, donc c'est très chouette. Ensuite, à côté, nous avons deux belles planches de culture, s'il vous plaît. Magnifique. C'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée sur cette parcelle. J'ai fait mes deux belles grandes planches de culture de menthe. Alors mon objectif, mon rêve, c'est que toute cette planche de culture soit couverte de menthe. C'est pour ça en fait que j'ai mis des planches parce que la menthe, elle se propage partout. Et donc là, elle sera délimitée. Et là, je veux une abondance de menthe. Voilà, ça c'est mon rêve. Donc ici, menthe poivrée. Et là-bas, menthe marocaine, l'ananas. Voilà. Alors, la menthe poivrée, je vais juste vous la montrer quand même parce qu'elle est vraiment sublime. Ça, c'est mes plants. À moi, qui sont hyper gros. Regardez-moi la taille de ces feuilles. Énorme. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Et à côté, on a les petits kikis tout ridicules là, qui viennent des pépiniéristes. Ils sont tout petits. Tout petits, tout petits, tout petits. C'est quoi? Donc voilà. Et ici on a la menthe marocaine. Donc pareil, c'est plusieurs. Il y a les miens et des plants aussi de pépiniéristes. Voilà, il y a plusieurs choses. Mais elle est moins jolie globalement. J'aimerais bien qu'elle soit vraiment belle parce que je voudrais l'utiliser dans pas mal de tisanes. La menthe marocaine, elle est vraiment super en goût, c'est ma préférée. Voilà.
pour ça. Donc c'est pareil, ici c'est une parcelle non cultivée pour le moment, mais qui va être cultivée. Et donc en fait ici ça c'est un immense chêne, très ancien, qui est magnifique. Et ça ici c'est un saule. Voilà, je sais pas quelle variété, mais c'est un saule. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour du jardin, en tout cas des médicinales. Après j'ai encore une parcelle au nord, petite parcelle au nord pour les plantes qui ont besoin de plus de fraîcheur, d'humidité, comme l'alchimie, la valériane, la guimauve, l'arnica. Donc je vous montrerai ça peut-être prochainement dans une autre vidéo, un autre vlog, sûrement. Parce qu'en fait je dois encore la retravailler, la parcelle au nord. Enfin bref, de toute façon je dois tout retravailler, hein. C'est jamais fini. Mais voilà, donc j'espère que ce tour du jardin vous aura plu. Ah, j'ai oublié une chose. Je reviens tout de suite avant de clôturer. J'allais oublier une planche de culture. Alors, marjolaine, cater, derrière verveine citronnelle. Alors, la cater, la voici. Hop, donc ça c'est des plants qui ont été introduits au printemps. Et celui qui est gros là, à l'automne. Ouais, qui est très gros. Il y a 2 ans celui-là, sa 2e année. La marjolaine, qui est une plante super chouette, en tisane, très sympa en goût et pour le système nerveux, relaxation, sommeil. C'est une bombe. Je suis contente parce que ici, ça c'est l'indicateur qu'il y a une taupe au jardin. Donc ça c'est vachement chouette, qu'il y ait une taupe. Il faut savoir que les taupes c'est des animaux très territoriaux. Et du coup quand vous avez une taupe au jardin, c'est qu'il n'y en a qu'une et pas plusieurs. Il y a une taupe. Parce que sinon après elles s'entretuent. C'est chacun son territoire. Voilà, donc ça c'est mes marjolaines. Et puis je vous disais ici, là j'ai des jeunes plants de verveine qui ont été introduits aussi à l'automne. Pas l'automne, au printemps, pardon. Là c'est ma sarriette qui a été introduite très récemment. Il y a déjà eu une première coupe. Donc là je viens juste de la mettre là, elle est vraiment énorme. Ça ce sont mes verveines citronnelles. Voilà. Ça c'est des plus vieux plants. Qui ont déjà plusieurs années, c'est les miens. Voilà, donc j'en ai 4 ici. Voilà. Vous avez du lin ici, qui pousse tout seul. Et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ici le derrière de la serre en fait. Ça c'est de la sauge blanche. Pardon. De la sauge blanche, donc qui a passé l'hiver dehors. Donc elle a morflé, elle morfle un peu parce qu'elle est attaquée par les pucerons noirs, les fourmis qui font de l'élevage dessus. Ça m'embête un peu, mais bon. Ici c'est un 2e pied qui lui est vraiment caché dans le millepertuis. Et du coup bah, il morfle moins que celui qui est juste à côté. Voilà. Et ça c'est le millepertuis qui est tout en bouton. Magnifique. Il est très très grand mon millepertuis. Il était avec la sauge en fait. Et là ça me fait un buisson énorme. Voilà. Donc ici on a aussi une petite nigelle, très mignonne. Et à côté de l'origan, donc ça sera pour la maison. Ici c'est de la marjolaine de Syrie, pour moi aussi. Voilà. Encore de la bourrache. Ici les grandes feuilles vertes c'est de l'aunay. Voilà. Décidément. Donc l'aunay c'est la racine qu'on utilise pour le système immunitaire et puis en fumigation aussi. Et donc là, les petites touffes vertes, ce sont des semis de coquelicots. Donc j'espère vraiment qu'il va bien s'installer. Et puis être content pour proliférer, parce que moi je veux beaucoup de coquelicots. Pour mes tisanes. Voilà. Je voulais vous montrer une dernière chose aussi. Une petite qui a poussé spontanément. Il s'agit de la bourse à pasteur. Voilà, elle fait ses petites capselles comme ça en forme de cœur. La bourse à pasteur, c'est une grande plante pour les femmes hémostatiques. Donc qui diminue la quantité des saignements. Voilà. Ok, bah, j'ai terminé pour le tour du jardin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire. Voilà, et à échanger avec vous. Et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Bisous. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 25 mai, il est
16h, presque 16h. Je suis actuellement en train de monder la menthe poivrée. J'ai récolté la menthe que je voulais faire sécher. Et donc là je suis en train de la monder. Donc, émonder, monder, ce sont deux verbes qui se disent, qui existent. Donc c'est l'action de sur une plante fraîche ou séchée, peu importe. C'est le fait de retirer les feuilles ou les sommités fleuries de leurs tiges. Voilà. J'en profite actuellement pour répondre à la question de mon parcours professionnel. Donc j'ai pris mon téléphone avec moi pour avoir la page de mon site internet sous les yeux, parce que j'ai fait quand même pas mal de formations et j'ai pas forcément tout en tête. Donc comme ça sera plus simple pour moi de ne rien oublier. Donc je vais commencer. Alors donc moi j'ai fait à l'école, j'ai un parcours très classique. J'ai fait une scolarité générale. Simplement quand est arrivée la première, donc moi j'ai fait un parcours littéraire et donc en première je suis partie en sport-études en Normandie dans une école, une académie d'équitation comportementale, donc à Firfol en Normandie. Donc je suis restée 1 an, j'ai pas fait la terminale parce que financièrement c'était pas possible pour mes parents. Voilà, j'ai fait simplement la première en littéraire et donc ça a été très enrichissant pour moi. Donc c'était de l'internat et puis sport-études, donc équitation avec travail à pied, voltige, spectacle équestre et puis un peu de monte classique. Voilà, donc ça c'est un petit peu la particularité de mon parcours. Ensuite je suis revenue dans mon lycée où j'étais avant et donc j'ai fait une terminale littéraire générale. J'ai obtenu mon bac en juin 2017, voilà. Et ensuite, je voulais partir en école de naturopathie, voilà, à l'époque. Et le truc, c'est que à cette époque-là, les écoles de naturopathie ne prenaient pas les personnes de moins de 20 ans. Donc, sur le moment, un peu dégoûtée. J'avais pas trop envie d'attendre d'avoir 20 ans, voire même 22 ans pour certaines écoles pour accéder à ce parcours de naturopathe. Donc c'est naturopathie humaine. Hein. Et puis, en octobre, j'ai commencé par correspondance l'école des plantes de Paris, donc de l'herboristerie. Le cursus complet, donc c'est-à-dire herboristerie, botanique et anatomie. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc c'était un cursus en distanciel, donc on pouvait commencer à partir de septembre jusqu'à octobre, c'était la limite, donc moi j'ai commencé en octobre, jusqu'à juin, voilà. Et ensuite j'ai continué mes recherches sur les écoles de naturopathie, et en janvier du coup 2018, j'ai découvert mon école de naturopathie dans laquelle je suis allée. Donc c'est une école qui est dans le Jura. Voilà, donc j'ai fait une école de naturopathie pendant 1 an, c'est une année intensive. Voilà, qui s'est très bien passée, ça a été vraiment extraordinaire pour moi cette année. J'ai rencontré des gens magnifiques, la promo était vraiment superbe et les intervenants aussi. Ensuite, suite à ça, j'ai décidé de me former professionnellement à la symptothermie. Donc c'est la gestion de la fertilité pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est-à-dire gérer sa fertilité de manière totalement autonome et naturelle. Et donc j'ai commencé cette formation-là. Donc ça c'est une formation que j'ai faite sur plusieurs années, donc de 2019 à 2021, où j'ai été certifiée, avec Eden Fertilité. Donc c'est un institut qui se trouve en Suisse, qui est basé à Lausanne. Donc il y a 4 modules. Donc voilà, en gros, pendant 2 ans, j'ai été formée à la symptothermie. Ensuite, j'ai également commencé en 2020 un cursus en distanciel. Donc là c'est une formation américaine, donc tout en anglais. Donc c'est avec Steamy Chic. Donc c'est une formation sur le ionistim, donc le sauna périnéal. On appelle ça aussi péristime, bain de vapeur, voilà, ça a plusieurs noms. Donc c'est l'action de l'eau, de la vapeur d'eau avec des plantes médicinales, même pas, on n'est pas obligé de mettre des plantes, on peut aussi vraiment mettre du vinaigre de cidre ou du gros sel. Bref, donc j'ai commencé cette formation là, donc j'ai eu ma certification de 1er degré,
pour pouvoir accompagner les personnes sans trop de problématiques de santé. Et actuellement, j'ai repris cette formation, toujours en distanciel et en anglais, pour accompagner les personnes avec des spécificités. Donc voilà, j'ai repris cette formation, mais c'est une grosse formation c'est un gros investissement aussi financier et c'est beaucoup d'heures de cours. Donc actuellement, je suis toujours dessus et ça va me prendre plusieurs années avant de la clôturer parce qu'en fait, je peux acheter module par module séparément. Donc ça, c'est chouette et ça me permet de pouvoir investir progressivement dans cette formation. Voilà. Donc ça, c'est une formation avec l'école des plantes de Paris où j'ai été introduite aux plantes médicinales. Ce qui était bien aussi avec l'école des plantes de Paris, c'est qu'il y avait un stage de botanique en Auvergne. Et ça, c'était vraiment génial. Vraiment, pour moi, le mieux, c'est de pratiquer. Pratiquer. C'est ça qui nous fait nous intéresser aux plantes et continuer, persévérer. Et qui nous fait vraiment enregistrer, comprendre. Voilà, moi c'est comme ça que je retiens en fait, c'est en me baladant, en essayant de reconnaître les plantes, tout ça, c'est comme ça que je retiens le mieux. Ionistim, c'est pareil, j'ai appris les plantes pour la gynécologie, donc c'est aussi une autre approche et une autre vision parce que c'est américain du coup, et c'était très très intéressant, et ça l'est toujours, vu que je suis toujours dans ce cursus. Ensuite, j'ai fait une formation pour devenir instructrice en massage bébé. Donc avec l'AFMB. Donc l'AFMB, c'est l'Association française de massage pour bébés, qui est reliée à l'IAIM, donc qui est une association internationale. Voilà. Donc ça, en gros, j'ai appris. En gros, avec cette formation, je suis apte à enseigner aux parents à masser leur enfant. Comment masser votre enfant pour le développement moteur, psychologique aussi, pour favoriser le sommeil. Comment dire, faire en sorte que le bébé ait moins de problèmes digestifs, en tout cas pour le soulager. Le massage, c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau des bienfaits thérapeutiques, c'est vraiment inimaginable. On ne se rend pas compte que le toucher est vraiment primordial pour le développement de l'être humain. Voilà. Suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à l'école d'Argère Univers pour faire une formation en naturopathie périnatale, c'est-à-dire me spécialiser dans l'accompagnement préconception, grossesse, accouchement postpartum. Voilà. Je tiens à préciser que cette formation à l'école d'Argère Univers n'était pas si spéciale que ça. Avec du recul, je me rends compte que franchement, si c'était à refaire, je le referais pas. Parce que j'ai pas appris tant de choses que ça. Et je me rends compte aujourd'hui que payer ce prix-là pour ce que j'ai appris, surtout qu'il y a des choses aujourd'hui, je pense pas du tout que c'est correct, ce qui nous a été transmis. Mais bref, ça a été fait. Donc voilà, mais en tout cas, je vous la recommande pas, spécifiquement. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses beaucoup mieux actuellement qui se font. Donc ça, c'était une formation en présentiel. Le massage bébé aussi, c'était en présentiel. Ensuite, continuons. J'ai fait les clés de l'alimentation féminine. Donc ça, c'est un programme de l'école de santé féminine Les Terres d'Alma. Aujourd'hui, je sais pas si ce programme est toujours d'actualité parce que je sais que Amandine, sa fondatrice, sa créatrice, est partie sur autre chose. Elle accompagne les entrepreneuses dans leurs projets d'entreprise. Voilà. Donc je sais pas si ce programme est toujours d'actualité. Voilà. Ensuite, j'étais diplômée en symptothermie. Ensuite, j'ai fait, donc ça peut-être que ça va plus vous intéresser, c'est plus en lien avec mon projet actuel. Donc j'ai été me former à la MFR de Chauvigny sur la production de plantes médicinales et aromatiques, donc avec Jean-Pierre Scherer. Voilà, donc ça c'était une formation sur 3 semaines. J'aurais pu me la faire financer par Pôle emploi, mais ils n'ont pas voulu, bien sûr. Moi, j'ai jamais réussi à me faire financer les formations par Pôle emploi. Alors que dans la formation, il y en a qui ont réussi, hein, donc franchement, j'ai un peu carrément dégoûté. Toutes mes formations, c'est moi qui me les suis payées. Hein, donc, globalement, la plupart des formations que j'ai faites ne sont pas reconnues par l'État, donc faut pas y penser que ce soit, comment dire, payé par Pôle emploi. Mais en tout cas, celle-ci, tout est sorti de ma poche. Donc cette formation était vraiment très bien. Simplement, moi, ce que je vous recommanderais si vous faites une formation sur la production de plantes médicinales, voilà, pour votre projet, si vous avez un projet comme ça, c'est de le faire sur le moment où vous vous installez. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte, avec du recul, qu'il y a plein de questions que j'ai actuellement et que j'aurais pu poser, en fait.
Et voilà, vraiment moi ce que je recommanderais avec du recul, c'est de faire cette formation au moment où vous vous installez. Parce que comme ça vous êtes vraiment, vous rentrez dans le concret. Ok, bah là j'ai mon terrain, comment je fais ci, comment je fais ça, avec l'administratif, comment ça se passe, parce que alors là c'est vraiment un bordel monstre. Donc voilà, pour avoir vraiment des réponses à nos questions concrètes, je trouve que c'est bien de le faire au moment où on s'installe, en tout cas dans l'année où on s'installe. Même si c'est peut-être un peu le rush, mais au moins ça permet d'avoir des réponses à ces questions. Voilà. Ensuite, j'ai fait une formation en ligne avec Marion Vallée, donc c'était sur la physiologie de la fertilité. Voilà. Ensuite, j'ai fait une formation danse de l'équilibre hormonal avec Rite de Femme, donc Marie-Pénélope Pérez. Ensuite, j'ai fait l'accompagnement de la femme par les plantes médicinales avec Althea Provence, donc Christophe Bernard. Donc ça, c'est vraiment une formation que je recommande plus. Vraiment, les formations de Christophe Bernard sont excellentes. C'est vraiment une référence dans le domaine. Donc ces formations, franchement, sont très bien. La seule chose que, comment dire, je trouve qu'il me manquerait dans son programme pour accompagner les femmes, c'est un module sur l'accompagnement à l'avortement. Donc que ce soit, je dirais, naturel, une fausse couche, un arrêt naturel de grossesse, fausse couche, vous appelez ça comme vous voulez, ou bien un avortement choisi, hein, avec médicaments ou par aspiration, mais en fait accompagné dans le sens où comment on peut soutenir, avec quelle plante, à quel moment, au niveau des dosages, etc. Je trouve que ça, ce serait intéressant. En tout cas, moi, je fais mes propres recherches de mon côté, mais je trouve que ce serait intéressant d'ajouter ce module à cette formation. Mais sinon, globalement, on aborde vraiment beaucoup de phases que peut vivre une femme au cours de sa vie. Donc vraiment une très bonne formation qualitative, très riche. Ensuite, j'ai fait une formation avec Kinéformation sur la prise en charge du SOPK au niveau nutritionnel. Une formation sur maîtriser son alimentation pour une santé optimale par Christian Péten. Donc c'est sur nutrivore.ch, donc c'est un Suisse. Et en gros, on parle de l'alimentation nutrivore ancestrale. Donc ça, voilà, c'est mon dada, on reste toujours un peu dans le même thème. Voilà. Ensuite, au niveau des séminaires, j'ai fait la physiologie de la naissance avec Michel Audin et Diana Meurs, et la naissance quantique avec Karine Lasseva, donc Quantique Mama. Voilà. Donc en gros, mon parcours n'est pas vraiment spécifique aux plantes médicinales, bien que j'ai commencé avec l'herboristerie. Et que je suis toujours en apprentissage hein, au niveau des plantes, bien sûr. Je pense qu'au niveau des plantes, on a toujours plein de choses à apprendre. Et en fait, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis spécialisée dans les domaines qui m'intéressaient. Voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais en tout cas, mes connaissances sur les plantes viennent de mes différentes formations. Parce qu'en fait, j'ai appris de différentes personnes, de différentes visions. Et c'est ça, en fait, je trouve qui est hyper enrichissant. À côté, j'ai lu des bouquins et tout. Mais finalement, lire des livres, c'est pas comme ça que j'ai vraiment appris les plantes. J'ai appris des plantes en allant faire des balades botaniques seule ou accompagnée. J'en ai pas fait beaucoup accompagnée, mais surtout seule. Et apprendre toute seule à reconnaître les plantes. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. J'ai pas choisi de faire de BPREA, donc une formation classique pour devenir agricultrice, quoi. Parce que certes, on peut peut-être se la faire financer, mais comme moi j'ai jamais eu trop de bol là-dedans, faut pas y penser. Donc en gros, c'est 10 000 balles. Mettre 10 000 € là-dedans pour apprendre des itinéraires techniques, non merci, j'avais pas trop envie, je préférais faire ma sauce, même si peut-être que ça allait être beaucoup plus long, etc., casse-gueule et tout. Non. Y a des écoles aujourd'hui qui sont spécialisées dans les plantes médicinales comme Montmoreau, Nyons, mais il n'y en a pas tant que ça, et clairement ils sont overbookés, il y a une demande énorme, donc c'était même pas la peine d'attendre 3000 ans pour avoir une place là-dedans, pour payer 10 000 €. Non, j'avais pas envie, surtout que mon projet de plantes médicinales, en fait, c'est pas un projet avec lequel je veux vivre. Comment dire, je veux pas gagner mon argent qui va me faire vivre avec ça. Si ça arrive, tant mieux, mais en fait j'ai pas envie de me tuer à la tâche en agriculture. Voilà. Donc voilà, c'est un projet annexe. Comment dire, c'est manifester au monde quelque chose qui me plaît énormément. Mais c'est un complément de revenus.
voilà, à côté. Soit je vais développer mon activité de naturopathie, symptothermie, etc. Donner des cours, des conférences, voilà, comme je peux travailler actuellement avec une école de naturopathie, voilà, continuer sur ce format-là, ou bien reprendre un travail lambda à mi-temps à côté. Mais en tout cas, actuellement, c'est pas mon souhait de vivre des plantes médicinales. Voilà, ça c'est très clair pour moi. Je veux pas du tout, je veux que ça reste quelque chose qui me fasse plaisir. J'ai pas envie de me lever le matin et de me dire oh purée, si je récolte pas tant de menthe ou de rose, eh ben, je vais pas avoir du pain ce soir pour manger sur la table. Ça non, ça je veux pas du tout. Voilà. Donc c'est un choix, c'est mon choix actuellement. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ah bah oui, mais toi tu as des conditions qui font que c'est peut-être plus simple pour toi. C'est vrai, je vis chez mes parents, j'ai un terrain qui m'est donné, prêté. J'ai plein de conditions qui font que c'est peut-être plus simple. En même temps, on peut aussi se dire que vivre chez ses parents à 24 ans, c'est peut-être pas quelque chose de très simple non plus tous les jours. De pas vivre avec mon copain, c'est peut-être pas quelque chose de très simple tous les jours non plus. Voilà, on peut voir les choses sous plein d'angles différents. J'ai choisi de saisir cette opportunité qui s'offrait à moi. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que, je sais pas moi, dans 3 ans, je mets en pause cette entreprise, ce projet, et puis je pars avec mon copain, je sais pas où, dans un autre pays ou ailleurs, pour faire autre chose, et puis reprendre les plantes à un autre moment dans ma vie. J'en sais rien. Aujourd'hui, je sais que j'avais envie de tester ça, de tester ce projet-là, de voir jusqu'où je peux le mener et de voir qu'est-ce qui allait en découler. Voilà, c'est un peu un test aussi, hein, donc voilà, je vis l'aventure un peu au jour le jour. J'apprécie, j'essaye de prendre vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Mais en même temps aussi, je fais en sorte de construire quand même mon projet entrepreneurial. Voilà, j'essaye d'être assidue au niveau administratif, de faire les choses le plus correctement possible, même si c'est pas quelque chose de très fluide pour moi, je le fais quand même. Donc voilà pour mon parcours professionnel. Si vous avez d'autres questions ou quoi là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sinon, voilà, je vous invite à aller sur mon site internet où tout est référencé. Pas forcément totalement à jour parce que je n'arrive pas à être trop sur l'ordi en ce moment. J'ai commencé une formation que j'ai pas encore noté sur mon parcours pro sur internet. Mais bref, c'est pas grave, je le ferai à l'automne sûrement. Voilà, c'est pas trop important. Voilà, bah écoutez, je vous laisse dans ce... pour le moment en gros. Et puis on se retrouve certainement en fin de semaine pour parler tricot, podcast, etc. Parce que j'ai des petites choses à vous partager aussi là-dessus. Voilà, à la prochaine. Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui, on est vendredi 26 mai. Voilà, on est en fin de journée. Donc on se retrouve actuellement pour faire la petite session tricot, lecture. Voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui un petit peu. Et puis aussi des podcasts créatifs que j'ai visionnés, voilà, et que j'ai aimés. Je voulais vous partager ça également. Donc je vais démarrer avec ce que j'ai tricoté dernièrement. Donc en fait, je sais pas si vous suivez, vous êtes au courant, dans l'univers tricot actuellement, il y a Ludivine de Rose et Balles de Laine et puis la Fanette au petit pois qui ont lancé le hashtag en mai, en 6 mai. Donc pour, comment dire, c'est un hashtag dans lequel on englobe à la fois le fait de terminer des projets qui ont été commencés depuis un moment, ou alors même aussi de se lancer du coup dans des nouveaux projets qui nous font beaucoup plaisir. Donc pendant que j'ai visionné du coup quelques podcasts créatifs cette semaine, j'ai décidé de reprendre une couverture bébé que j'ai commencé il y a plusieurs mois, voire peut-être ça va faire 1 an maintenant, et que je n'ai toujours pas terminé. Donc c'est une couverture qui est issue d'un patron qui est gratuit. Donc c'est une couverture pour bébé au point semi-piqué, donc du blog My Name is George. Donc c'est la personne qui, je ne sais plus son prénom, qui tient Mercerie Mimosa à Dijon, un compte Instagram qui s'appelle Mercerie Mimosa. Voilà, donc son blog c'est My Name is George normalement, si je dis pas de bêtises.
Et donc ce patron est disponible sur son site internet gratuitement. Donc voilà, c'est une couverture pour bébé qui fait à peu près un peu plus de 80 cm, il me semble. Voilà. Donc je vais vous montrer à l'écran la photo. Ça ressemble à ça en fait quand c'est terminé. Donc en fait c'est sur aiguille droite. Moi j'ai décidé de la faire avec une laine. En fait c'est la toute première laine que j'avais achetée quand j'avais décidé de me tricoter mon premier pull. Donc ça remonte à plusieurs années. Finalement un pull que je n'ai jamais terminé. Donc déjà le modèle ne me plaisait plus. Et puis la couleur du pull non plus. Et sachant que la laine c'était un mélange un peu avec un petit peu de laine et beaucoup d'acrylique. Et c'est plus du tout une matière qui me plaît. Enfin voilà, moi je suis vraiment sur les matières 100% naturelles un maximum. Bref, je me suis dit comment je vais pouvoir réutiliser cette laine. Parce qu'au départ je voulais vraiment la réutiliser. Puis après je me suis dit si ça se trouve tu auras peut-être pu juste la donner à Emmaüs ou quoi. Mais bref, du coup j'ai commencé à faire ce projet là. Et je compte bien le terminer. Donc voilà à quoi il ressemble actuellement. Donc là je l'ai quand même bien avancé. Surtout que depuis le temps que je l'ai commencé, j'ai vraiment pris, comment dire, je suis beaucoup plus à l'aise en tricot. Donc voilà, je retiens vraiment très bien, très facilement le motif quoi. C'est un point en fait, c'est des jeux de maille envers, maille endroit à chaque fois. Il y a tout un point mousse sur le contour de la couverture, voilà, pour la délimiter. Donc là j'ai mesuré à l'instant, j'ai fait un bon 40 cm. Donc en gros j'en suis à la moitié. Il me reste encore une énorme pelote, donc j'ai largement de quoi faire. Et ce que je voudrais ensuite en fait c'est, parce que du coup c'est pas de la matière 100% naturelle, et comme c'est pour bébé, je veux vraiment que... J'aimerais pas que l'acrylique, enfin je me dis, soit au contact direct avec la peau du bébé, parce que les bébés ont vraiment une peau très fragile et du coup très fine, voilà, et tout passe au travers, hein. Déjà pour nous, mais encore plus pour les bébés. Donc tout ce qui est perturbateur endocrinien, etc., ça passe aussi. Bon bref, du coup je me suis dit, je vais mettre un tissu à l'intérieur. Je vais coudre un tissu une fois que la couverture sera terminée. Je vais coudre un tissu à l'intérieur. Donc je sais pas encore, est-ce que je mettrai un tissu à motif ou pas. À la base, je m'étais dit que je mettrais une gaze de coton, parce que j'aime beaucoup ce tissu, je le trouve très beau. Donc peut-être un peu dans les mêmes teintes. Mais bon, en tout cas j'en suis pas encore à ce niveau-là, donc je verrai bien quand la couverture sera finie et lavée. Ce que je ferai, mais en tout cas c'est sûr que je mettrai un tissu. Comme ça en fait je mettrai le tissu naturel face sur le bébé, plutôt que le côté laine qui a de l'acrylique. Voilà, ça c'est un peu mon... Peut-être que je suis un peu trop rigide, mais voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Donc voilà pour ce projet qui avance, qui a repris, son cours depuis cette semaine. Donc on va essayer de rester dans cette bonne énergie. Mais voilà pour cette couverture bébé. Ensuite, un autre... Alors ça c'est un petit projet que j'ai depuis l'été dernier. C'est le projet chaussette. J'ai terminé la première chaussette, mais je n'ai jamais fini la deuxième. Donc en fait, c'est mon premier patron chaussette, enfin c'est mon premier projet chaussette. Il s'agit du patron de Hermione Socks, qu'on trouve gratuitement sur Ravelry. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est pareil, c'est un jeu de mailles envers endroit en fait à chaque fois. Je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait, cette chaussette, elle commence avec on l'a fait du haut de la cheville vers la pointe. On commence par des côtes de 2, il me semble, ou 1, je sais plus. Je sais plus. Ensuite, on fait le motif, tout simplement. Ensuite, c'est le talon. Donc, on fait le talon, on laisse les mailles du dessus en attente et on les reprend ensuite.
Donc c'est un talon renforcé. Et pour la laine, en fait, j'avais acheté une pelote de laine Langyarns spéciale chaussette. J'avais été en boutique, en mercerie à Paris, et j'avais demandé conseil là-dessus, donc on m'avait conseillé ça. Donc j'ai pris ça. Je sais que dans les laines à chaussettes, il y a très très souvent du nylon. À l'avenir, j'aimerais bien pouvoir m'en passer. Je voudrais vraiment éviter, je me répète, hein, les matières synthétiques. Donc je voudrais vraiment me passer de cette matière par la suite. Mais en tout cas, pour démarrer, je me suis dit, allez, on va faire avec de la laine à chaussettes. Et voilà. Et au milieu de la pelote, en fait, il y avait une petite bobine de fil comme ça. Et du coup, je l'ai couplé à ma laine. Ce fil-là, je l'ai couplé à ma laine au niveau du talon, jusqu'en dessous, une partie en dessous du talon, pour vraiment renforcer le talon. Voilà. Donc ça, c'est la première chaussette qui est terminée depuis l'été dernier, comme je disais. Et donc là, quand j'étais à Paris la dernière fois, donc il y a un mois, j'ai repris ce petit projet à chaussettes pour essayer de le terminer. Et en fait, je me suis rendu compte que, comment dire, le fait d'arrêter et de reprendre un projet comme ça, parfois, surtout qu'en plus c'est la première fois que je faisais des chaussettes, donc il y a des petites choses qui sont pas hyper régulières. Je regarde là, mais je me dis, il y a des trucs qui sont pas hyper régulières. Mais bon, on fera avec. Hein. Notamment le talon. Le talon, je sais pas ce que j'ai fait, mais en fait sur la première chaussette, j'ai pas dû suivre correctement le patron. Et du coup, ça a fait que sur la deuxième chaussette, c'est pas du tout pareil. Mais du coup, à la fin du talon, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait sur la première. Enfin bref, j'ai fait des tests et des schmilblick. C'est pas hyper esthétique, mais écoutez, je pense que ça fera l'affaire pour des premières chaussettes. Donc là, en gros, il me reste tout le pied à faire. J'ai terminé le talon. Et le truc, en fait, c'est que je vais pas avoir assez de laine. Et ça m'embête beaucoup. J'ai pas envie de racheter une pelote entière comme ça, juste pour faire la pointe, quoi, en gros, enfin l'avant de mon pied. Donc je me suis dit peut-être que j'essaierai de trouver une laine un peu similaire dans mon stock. Donc voilà, je vais terminer déjà ce petit truc de laine qui me reste pour voir où j'en suis. Et puis je ferai le point ensuite pour voir. Mais voilà, donc ça c'était les Hermione Socks. Donc pour un premier patron de chaussettes, franchement, c'était pas trop mal. Hein. Enfin, ma première chaussette est beaucoup plus jolie que la deuxième, en tout cas. Je pense qu'elle va vraiment être beaucoup plus jolie que la deuxième. Mais franchement, non, c'était assez clair comme patron. Franchement, pas hyper compliqué. Alors par contre, je tiens à dire aujourd'hui que il y a comment c'est Stéphanie Made sur YouTube et Instagram, donc Stéphanie, qui a fait un tutoriel, 2 tutoriels même sur pour faire ses chaussettes, ses premières chaussettes. Donc c'est un pas à pas en fait. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour démarrer au niveau quand on fait ses premières chaussettes. Voilà, moi j'avais fait ce patron là, mais je pense que avec du recul, bon, enfin les vidéos n'étaient pas encore sorties. Mais en tout cas, je pense que je les ferai. Ma deuxième paire de chaussettes, je pense que je suivrai un tuto de Stéphanie Made pour que ce soit peut-être plus fluide, pour voir un petit peu ces différentes techniques qui existent. Voilà. Pour les projets tricot en cours, j'ai ça, et puis le top, Olive Top aussi, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Voilà, donc ce serait bien que j'avance et que je termine avant de démarrer un autre projet. En parlant d'autres projets, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai acheté il y a plusieurs mois maintenant, que j'ai pas commencé du tout, hein, mais je l'ai acheté parce que je voulais vraiment, enfin j'attendais qu'une boutique de laine fasse le kit en fait. Et puis la marque Lily comme tout a fait le kit, et du coup j'ai sauté sur l'occasion pour me le procurer, parce que je voulais vraiment faire ce projet par la suite. Donc, hop. Oups, je perds les choses en même temps. Alors, donc il s'agit d'un patron de petite knit. C'est le Teddy Clutch. Voilà, je crois que ça se dit comme ça. En fait, il s'agit d'un sac
de ce sac-là. Voilà, donc en fait c'est un petit sac, je trouve en tout cas la forme est très chic. J'aime beaucoup. C'est une laine bouclée. C'est la marque Guépard. Voilà. C'est pareil, la laine bouclée Guépard, on n'en trouve pas facilement en fait. Hein. Donc là, c'était vraiment le bon moment avec le kit quasiment complet. Dans le kit, en fait, on a comment dire, comment expliquer ça, on a à la fois la bandoulière et on a aussi comment ils appellent ça, on a la petite étiquette petite knit et puis le bord en fer qui forme le sac en gros. Et puis la bandoulière, la chaînette. Voilà. Donc il manque une chose, c'est le tissu à l'intérieur du sac. Donc ça je le choisirai sur le moment hein, quand je le ferai. Donc voilà, j'ai pris la couleur, c'est la couleur, attendez, c'est une couleur marron beige là un peu. Coloris 108. Voilà. Alors on a 50% de mérino, 40% d'alpaga et 10% de PA. Alors PA, je sais pas ce que c'est, et que je regarde pour noter ce que c'est. C'est peut-être une matière synthétique. Voilà, donc c'est ce kit-là que je me suis offert il y a plusieurs mois et j'ai hâte de le commencer, de le faire. Moi j'ai pris pour faire la version la plus petite du modèle, qui est déjà pas si petite que ça en soi. Et voilà, moi j'espère pouvoir le sortir en tant que sac. Je vais voir un petit peu comment j'utilise, mais en tout cas sur le départ, l'idée c'était de l'utiliser en tant que sac. Sac à projet ou pas, sac pour soirée, pour sortir. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de sortir. Mais bon, quand je vais en ville ou quoi, pourquoi pas le prendre en tant que sac. Et sinon, de toute façon, il me servira en tant que sac à projet. Ce sera très bien aussi. Il sera très très beau. Voilà pour ça. Alors ensuite, toujours dans le podcast, enfin dans le tricot, on va rester dans ce thème-là. Donc les podcasts créatifs que j'ai visionnés il y a sur peut-être 15 jours. Donc il y a les vlogs en ce moment de Ludivine Rose, donc Rose et Balles de laine, que j'adore regarder, franchement. Cette femme, elle me met dans une joie, c'est contagieux. J'adore son univers, ses partages, son jardin. Enfin, c'est vraiment une vie simple, mais enfin comme j'aime quoi. J'adore regarder le contenu de Ludivine. Et à tel point que même parfois je vais chercher ses vidéos, ses anciennes vidéos, ses toutes premières vidéos. Donc franchement non, j'adore. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de visionner son contenu. Et elle m'inspire beaucoup aussi, à la fois dans ce qu'elle crée, dans sa manière de penser les arts créatifs, dans sa vie au quotidien, quoi. Vraiment quelqu'un de très nature, très simple, très spontané. C'est très rigolo, j'adore. C'est un bonbon, j'adore. Ensuite, j'aime beaucoup regarder également le tricot de Vagabonde, Tricot Meringue. Donc je la suis aussi sur Instagram. J'aime bien son contenu aussi, ce qu'elle crée au niveau du tricot, c'est vachement chouette aussi, ça m'inspire. C'est le Québec quoi, donc on aime bien. Je regarde aussi les podcasts de Tricolibri. Alors je les regarde pas tous, mais parfois quand je sais pas trop quoi regarder. Mais j'aime bien aussi cette femme-là. Elle est pas loin de Bordeaux, il me semble. Et elle fait des podcasts très très longs. Elle a plein de choses à raconter parce qu'elle tricote beaucoup et rapidement. Et du coup, elle teste plein de patrons, des laines différentes et tout. Et du coup, c'est vachement enrichissant d'avoir son retour sur les modèles, tout ça. Donc, puis j'aime bien, elle est très spontanée aussi. Elle est vraiment dans son univers, quoi. C'est rigolo, j'aime bien.
Ensuite, j'ai regardé récemment le dernier vlog de Cocon Vert, Marine. Voilà, donc c'est pareil, Marine, j'aime beaucoup la suivre, je suis très assidue dans son contenu. Voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, on se ressemble sur pas mal de points. Donc voilà, j'aime beaucoup l'univers et le contenu proposé par Marine. Donc Marine, c'est plus, elle c'est à la fois tricot, crochet, broderie, couture maintenant, et puis aussi la cuisine, la nature, voilà. Ce que j'ai découvert récemment en podcast tricot, c'est le podcast de Woolen Sun. Cette jeune femme propose des podcasts tricot assez courts, enfin comparé à ce qu'on peut voir de manière générale où ça dure 1 heure. Elle, ça dure une demi-heure. Et en fait, elle parle vraiment que de ses projets tricot. Elle s'étale pas sur sa vie, etc., comme d'autres peuvent le faire, ou sur d'autres choses qu'elles aiment au quotidien. Elle, c'est vraiment axée pure sur le tricot. Donc elle présente les projets qu'elle a fait, tout ça, ou ses en cours également, et aussi si elle a acheté des patrons, des laines, etc., des bouquins en lien avec le tricot. Donc j'aime beaucoup aussi ces vidéos, elles sont très bien montées, et puis ces projets sont chouettes, les laines qu'elle utilise sont très belles aussi, donc voilà, j'aime bien. Et puis dernièrement, j'ai regardé la dernière vidéo de Un Petit Fil, donc de Fabi Kuhlmann, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, elle parlait de projets vêtements au crochet, ils étaient vraiment super beaux. Donc Un Petit Fil, moi je la suis sur Instagram, parce que c'est une artisane qui fait des fils à broder, teints à la main, pardon. Et c'est vrai, ils sont vraiment très très beaux. Donc le jour où je me mettrai davantage à la broderie, que je voudrais me faire plaisir et soutenir une artisane, je pense qu'elle sera dans le top de ma liste, clairement. Voilà, pour ça. Ah oui, j'ai aussi regardé la dernière vidéo de Rosaline et Suzanne. Donc ça, c'est une boutique, une mercerie avec des jolis tissus. Et j'ai beaucoup aimé sa dernière vidéo, il me semble que c'est la dernière. Elle parlait aussi de son travail, du coup, en tant que tel, des difficultés qu'elle pouvait rencontrer quant à l'achat et aux précommandes de tissus, comment ça se passe. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce qu'on ne se rend pas forcément toujours compte du travail, en fait, que les gens accomplissent, et de tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et du coup, c'était vachement intéressant d'avoir cette expérience d'une professionnelle et passionnée dans le milieu. Voilà pour les podcasts créatifs. Maintenant, je voulais vous parler de lecture. Donc de la lecture que j'ai commencé il y a plusieurs semaines. C'est un bouquin que j'ai acheté dans une librairie à Paris. Ça s'appelle Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités. Donc c'est de Céline Bessière et Sybille Golac. Voilà. Alors, que dire sur ce bouquin ? Donc, il est un peu technique. Dans le sens où c'est pas une lecture qui est hyper fluide. Ce qui est bien, c'est que les deux femmes qui ont écrit ce bouquin ont fait des études de terrain et elles reprennent certaines de leurs études pour illustrer leurs propos. Et du coup, ça permet que ce soit compréhensible pour peut-être un plus large public. Mais en tout cas, c'est des réflexions qui sont vachement intéressantes et très concrètes, vu qu'elles utilisent leurs études de terrain, voilà. Et c'est vachement... Ouais, c'est... Franchement, c'est assez technique, mais je décroche pas. Enfin, ça va. Franchement, je tiens le coup. Alors, pour vous lire un petit peu le sommaire... Attendez que je trouve... Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors... donc, on a 7 chapitres. La famille, une institution économique. Des stratégies familiales de reproduction défavorables aux femmes. Selon que vous serez un homme puissant ou une femme misérable. Des comptabilités sexistes sous couvert d'un droit égalitaire. Une paix des familles à l'ombre du fisc et aux dépens des femmes. Une justice pour compenser les inégalités de richesse. Point d'interrogation. Esclave entre tous et l'ex-femme du prolétaire.
Voilà. Donc en gros, je vais vous lire le résumé, peut-être ce sera plus intéressant. On sait que le capitalisme du XXIe siècle est synonyme d'inégalité grandissante entre les classes sociales. Ce que l'on sait moins, c'est que l'inégalité de richesse entre les hommes et les femmes augmente aussi, malgré des droits formellement égaux et la croyance selon laquelle, en accédant au marché du travail, les femmes auraient gagné leur autonomie. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe dans les familles qui accumulent et transmettent le capital économique afin de consolider leur position sociale d'une génération à la suivante. Fruit de 20 années de recherche, ce livre analyse comment la société de classe se reproduit grâce à l'appropriation masculine du capital. Les autrices enquêtent sur les calculs, les partages et les conflits qui ont lieu au moment des séparations conjugales, des héritages, avec le concours des professions du droit. Des mères isolées du mouvement des Gilets jaunes au divorce de Jeff Bezos et Mackenzie Scott, des transmissions de petites entreprises à l'héritage de Johnny Hallyday, les mécanismes de contrôle et de distribution du capital varient selon les classes, mais aboutissent toujours à la dépossession des femmes. Voilà de quoi parle ce livre. Et c'est vachement intéressant. Mais c'est un petit peu technique. Voilà, il faut s'accrocher. Mais franchement, ça va encore. C'est pas trop mal. Et ensuite, un livre que j'ai acheté récemment, le week-end dernier, quand on a été à Montauban, dans une librairie indépendante. J'aime bien aller voir les librairies indépendantes. Je trouve que c'est... chaque librairie indépendante a sa signature, quoi. Et c'est vachement... J'aime beaucoup déjà aller voir les rayons féministes pour voir s'ils sont... assez complet ou pas, assez diversifié. Et celle-ci, elle avait un beau rayon féministe. Et ça fait un moment que je cherche, c'est toujours dans ma wishlist, mais j'en trouve pas en librairie. Je veux lire en fait un bouquin d'un point de vue d'une femme prostituée. Et donc là, j'en ai trouvé un, donc je suis vachement contente. Donc le titre, c'est « Aucune femme ne naît pour être pute », donc de Maria Galindo et Sonia Sanchez, aux éditions Libres. Donc je vous lis le résumé. La phrase a vu le jour en Bolivie et s'est propagée en Argentine. Aucune femme ne naît pour être pute. C'est le slogan de la banderole brandie par Maria Galindo et Sonia Sanchez lors de manifestations et de débats. C'est aussi le titre du présent ouvrage dans lequel ces deux figures du féminisme latino-américain contemporain analysent, du point de vue de la pute, l'ensemble des processus politiques, idéologiques et philosophiques qui à la fois permettent l'existence de la prostitution et invisibilisent les personnes prostituées du débat social. La perspective développée par Maria et Sonia, véritable immersion dans l'univers prostitutionnel, offre au lecteur des concepts analytiques nouveaux. Les autrices dénoncent sans embâge tous les profiteurs de ce système. Les prostitueurs, l'État, le patriarcat, et les parasites, syndicats, églises et ONG. En définissant la rue comme un territoire politique, elle propose de nouvelles manières de tisser des liens afin que les femmes s'organisent et se rebellent. Voilà. Donc en soi, c'est pas du point de vue, c'est pas une prostituée qui l'a écrit, mais ça parle quand même, on va entrer dans ce milieu-là. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Voilà pour ce livre-là. Ok, donc ça c'est pour le point lecture un petit peu, que je vous partage. Même si j'ai un petit peu de mal à lire en ce moment, c'est pas hyper régulier. Mais voilà. J'ai pas mal de choses à vous partager parce que j'ai une pile énorme de livres à lire. Une dernière chose, je vous en ai sûrement déjà parlé. Je fais beaucoup de... j'aime la photographie. Et du coup, je fais un album photo. Voilà, donc ça c'est un projet un peu créatif aussi. Je trouve que c'est assez chouette comme activité. C'est vrai que c'est un peu délaissé, je trouve. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites des albums photos. Parce qu'en fait, moi c'est toujours un petit peu, compliqué. Je sais jamais trop quoi faire de mes photos. Et parce que j'en prends quand même beaucoup. Surtout, encore les photos de personnes, on peut en faire des albums. Voilà, mais c'est vrai que par exemple les photos de fleurs, moi j'adore faire des photos de fleurs, d'insectes. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est pas toujours simple, qu'est-ce que j'en fais de ces photos. Mais bon, en tout cas, là j'ai entamé depuis au moins un an, voire un an et demi, un album photo qui retrace, avec les premières photos avec mon copain, donc il y a maintenant 6 ans.
Et donc je continue de faire ça un petit peu tous les ans, quoi. J'imprime quand j'ai pas mal de photos, je les imprime, je les fais imprimer. Et puis ensuite je les colle dans cet album. C'est un album avec des pages blanches comme ça, qu'on trouve chez Action. Et donc voilà. C'est pareil, j'ai testé plusieurs imprimeurs photos. J'avais testé Innocence Paris, parce que c'était français et écologique. Mais les photos sont pas... Enfin, j'aime pas, c'est effet mat en fait. Et j'aime pas l'effet mat. Du coup, voilà, j'ai arrêté d'imprimer chez eux. Là, j'ai fait imprimer chez mon album photo, tout simplement. Voilà, donc du coup, ça fait des photos brillantes, lisses, quoi. Et je préfère. Donc voilà pour les albums photos. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites de vos photos en commentaire. Voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Et bien écoutez, moi je vais vous laisser sur cette dernière petite vidéo. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, un bon dimanche, une bonne semaine.